31, ouais, c'est bon, non? Bon, on redémarre sur... Peace and Love. Allez, on y va. Donc, on a fait le tour de tout ce qui était fibre de renfort. OK? On va parler maintenant, alors d'ailleurs je ne devrais pas mettre renfort de type charge et additif parce que du coup on va voir qu'il y a des charges qui ne vont pas jouer le rôle de renfort. Donc on faudrait changer ce titre-là en mettant charge et additif. OK? Alors une petite définition de manière globale là. Qu'est-ce que j'entends ou qu'est-ce qu'on entend par charge et qu'est-ce qu'on entend par additif ou adjuvant? Une charge, c'est généralement un produit minéral qui est utilisé en forte concentration. D'accord? Alors qu'un additif ou un adjuvant, c'est un composé organique, organométallique, souvent de faible masse molaire, qui est utilisé en faible concentration. Donc, faites bien une différence entre charge, où on va être sur des fortes concentrations, généralement, d'accord, ce sont des produits de type minéraux. On verra aussi qu'il y a de l'organique aussi sur ces charges-là. Et puis, additifs qu'on va mettre en faible concentration. OK? Les pigments, on va voir, Gariba, c'est 2 secondes. Je demande un joker. Ça va être un additif. D'accord? Donc, on va avoir, donc là je vous fais un petit listing de ce qu'on va avoir ensemble là. Au niveau des charges, on avait commencé à en parler avec Jules vendredi, on a des charges renforçantes et des charges non renforçantes. On a aussi une autre famille qui est les charges inifugeantes. On en parlera tout à l'heure. Donc, charges renforçantes, comme les renforts de type fibre, ça va renforcer les propriétés mécaniques. OK? Les charges non renforçantes, l'objectif, c'est de diminuer le coût parce que si vous mettez plus de charges, vous diminuez la quantité en matrice. Dans le cas des charges, on va être sur des dizaines de pourcents. Donc, ça revient à l'introduction que je viens de faire. Charge, on est sur des quantités qui sont relativement grandes, donc des dizaines de pourcents. Alors que dans le cas des additifs, on est sur quelques pourcents. On va voir un petit peu les additifs qu'on peut avoir dans ces composites. On peut avoir des tensioactifs. On peut avoir des plastifiants, on peut avoir des agents anti-retrait, on va définir un petit peu tout ce que c'est que ces familles-là. On peut avoir des catalyseurs et des accélérateurs, on peut avoir des stabilisants, des colorants ou des pigments, on va voir la différence, et des agents de démoulage. Donc là, c'est pareil, on va l'utiliser au moment de la mise en forme, là en TP, on va utiliser des agents de démoulage. Alors, les principales charges utilisées, on a
les charges renforçantes, les charges non renforçantes et les charges inifugeantes. Inifugeante, ça veut dire quoi? Ouais, brûle pas, prends pas feu, ou en tout cas ralentit la marche. Améliore la tenue au feu. Ouais, ça me va bien ça. Ok. Donc, généralement, quand vous utilisez des charges renforçantes, vous essayez d'améliorer les propriétés mécaniques. Les charges non renforçantes, les charges inifugeantes, vous essayez d'améliorer les propriétés de tenue thermique, de tenue en température. Vous pouvez aussi, le fait de rajouter des charges fait qu'on va diminuer le prix de revient. Et les charges peuvent aussi avoir un impact sur la mise en œuvre de simplement la fabrication de votre composite. D'accord? Donc, les propriétés apportées par les charges renforçantes, non renforçantes, inifugeantes peuvent améliorer soit le produit fini, soit avoir un impact sur la mise en œuvre. D'accord? Donc, si on regarde un peu plus les charges renforçantes. Donc, charges renforçantes, on a compris, on augmente les propriétés mécaniques. D'accord? Généralement, le module Young. Ces charges renforçantes, elles peuvent avoir deux géométries. Elles peuvent être sphériques ou elles peuvent être non sphériques. Si je vous parle de charges renforçantes sphériques, sans regarder le slide, même si je pense que c'est trop tard, vous pensez à quoi? Les billes, ouais. Notamment les billes de verre. D'accord? Ouais. L'intérêt des formes sphériques, c'est que vous allez, ces histoires de, vous vous rappelez, isotropie, anisotropie qu'on a vu vendredi, d'accord? Ouais, exactement. Le fait d'avoir des charges, des charges isotropes, ouais. Le fait d'avoir une forme sphérique fait que vous répartissez dans toutes les directions les efforts, les contraintes, d'accord? Et donc, vous évitez qu'à un certain moment, vous ayez une concentration de contraintes trop grande, d'accord? Donc, géométrie sphérique a l'intérêt de répartir régulièrement les efforts et d'éviter les concentrations de contraintes. Soit ces sphères peuvent être pleines ou creuses. Généralement, on a des diamètres compris entre 10 et 150 microns. Oui, c'est la... Enfin, avoir quelque chose de vraiment sphérique, c'est pas forcément le plus simple à avoir. Hein. Généralement, on peut très bien avoir des espèces de granulés plus facilement que la forme sphérique. Hein. Donc, ces charges renforçantes sphériques, on pense aux billes de verre, c'est 99% des cas. On peut aussi avoir du carbone, d'accord, le noir de carbone. Et vous pouvez aussi avoir de la matière organique type polymère de type acrylique ou polystyrène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur de l'impression 3D là, sur les missions d'apprentissage? Je ne me rappelle plus. Non mais Danu, elle fait tout en fait. Depuis vendredi, Danu, elle fait tout. Elle fait du béton, elle fait de l'impression 3D. D'accord. Parce qu'apparemment,
dans l'impression 3D, il y a une matière qui est relativement utilisée de manière importante, c'est le polyamide. Et souvent, le polyamide, vous avez des billes de verre à l'intérieur de ces polyamides-là. Mais je suis d'accord, on ne l'utilise pas qu'en impression 3D, hein, Anaïs, je suis d'accord. C'est juste que, comme j'ai vu ça l'année dernière dans des missions d'apprentissage, je me suis dit, tiens, je vais leur parler de ça. Donc, généralement, bille de verre va augmenter les propriétés mécaniques de vos composites. On a aussi des charges renforçantes non sphériques. Donc, elles vont avoir des formes d'écailles, entre guillemets, avec des épaisseurs qui vont être comprises entre 1 et 20 microns et de 100 à 500 microns. Et là-dedans, dans ces charges renforçantes non sphériques, on utilise le mica. D'accord ? Et généralement, ce mica va être dans des matrices type polymère, donc soit thermoplastique, soit thermodure, et on les applique on les utilise dans des applications électriques et électroniques. D'accord ? Ça marche, ça ? Après, deuxième famille de charges, donc on a vu les charges renforçantes, on a aussi les charges non renforçantes qui vont être utilisées pour abaisser le prix de la pièce. Ouais, Gab. Oui, excusez-moi, madame. Comment on fait, en fait, du coup, pour fabriquer ces billes de verre, là, du coup? Faut que j'aille chercher. D'accord. Que ça doit être chaud, un peu. Voilà. Ouais, ça, j'ai pas les... tiens, si on a le temps, on fera ça, procédé de mise en forme des billes de verre. Effectivement, je suis pas allée chercher, mais c'est une bonne question. Donc, charges non renforçantes, on va les utiliser pour abaisser le prix de la pièce. Généralement, ce qu'on va prendre, c'est des charges d'origine minérale. Et quand vous regardez là, différents composites qui sont chargés soit avec des fibres de verre, soit des résines polyester, soit du carbonate de calcium, vous voyez bien que le fait d'utiliser du carbonate de calcium fait que vous payez 100 fois moins cher que des fibres de verre. D'accord ? Il y a un rapport 100 au niveau du prix entre les deux, ce qui est quand même non négligeable. Donc, en termes de charges non renforçantes, donc on a le carbonate de calcium qui est de loin ce qui est le plus utilisé. On a aussi des charges de type à base de silice comme le talc, le kaolin et le wollastonite. Alors, ne me demandez pas ce que c'est que le wollastonite, je ne sais pas. Et donc, comme autre charge, donc là, je vous ai parlé des charges minérales, carbonate, silicate. On a aussi des charges organiques qu'on utilise parce qu'ils sont peu chers et parce qu'ils ont une densité ou une masse volumique faible. D'accord ? Genre farine de bois, farine d'écorce de fruits, farine de noyaux, fibres végétales, pâte de cellulose et amidon sont aussi utilisés en tant que charge organique. Donc, tous ces charges-là, tous ces matériaux-là n'ont pas d'effet sur les propriétés mécaniques. C'est vraiment le fait que si vous le mettez dans votre matrice, forcément, vous diminuez votre quantité en résine dans le composite et donc peut-être moins cher. OK ? Alors ensuite, on a d'autres types de charges qu'on peut utiliser. Des charges conductrices ou des charges antistatiques. Donc ces charges-là, elles permettent d'évacuer
les charges que vous pouvez avoir dans tout ce qui est matière plastique. Donc, ce que vous faites, c'est vous ajoutez des poudres ou des paillettes métalliques, aluminium, cuivre, bronze. On a aussi du noir de carbone qui peut être utilisé dans ces charges-là. Les microbilles de verre métallisé aussi, vous pouvez les utiliser en tant que charge conductrice ou charge antistatique. On en a parlé un petit peu en intro, c'est les charges inifugeantes. Donc, ça réduit, ces charges-là réduisent ou empêchent les phénomènes de combustion. Généralement, ce qu'on peut utiliser, c'est l'hydrate d'alumine, trihydroxyde d'aluminium. Ces charges-là, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, ça retarde la propagation de la flamme, ça supprime les fumées de combustion. D'accord ? Passons maintenant aux additifs qu'on peut, donc additifs ou adjuvants, hein, c'est pareil dans ma tête. Les additifs qu'on peut ajouter, donc tout ce qui est organique pour améliorer soit les propriétés, soit la mise en œuvre. Premier additif qu'on peut utiliser, c'est les lubrifiants ou les agents de démoulage. Donc vous verrez ça, on l'utilisera pendant le TP de mise en œuvre, de mise en forme, d'accord ? On a deux types de lubrifiants possibles. On a le lubrifiant interne et le lubrifiant externe. Alors, faites attention, on peut très bien avoir des lubrifiants qui combinent les deux fonctions, d'accord ? On a le lubrifiant interne qui va donc faciliter le façonnage ou la mise en forme, d'accord, en modifiant les forces de cohésion intermoléculaire. Donc, vous allez diminuer la viscosité de la résine, mais vous n'allez pas changer les propriétés de cette résine, d'accord, juste vous enlevez souvent des liaisons hydrogènes entre vos chaînes macromoléculaires de votre résine. Donc, le lubrifiant interne va avoir pour rôle de diminuer la viscosité de la résine et donc au niveau de mise en forme, c'est beaucoup plus simple. Après, on a le lubrifiant externe qui, lui, va agir à la surface de la résine et donc, lui, il va avoir la faculté d'améliorer le démoulage, le décollage, d'accord, de votre composite au contact, notamment des moules, d'accord. Je ne sais pas si vous avez regardé ce week-end la mise en forme des composites. Souvent, on fait ça dans des moules. Et donc, après, il va falloir démouler pour récupérer le composite avec la bonne forme. Et donc ça, c'est grâce au lubrifiant externe. Donc on verra en TP les différents types de lubrifiants et d'agents de démoulage qu'on va pouvoir utiliser. Ça marche. Autre additif qu'on va pouvoir utiliser, c'est ce qu'on appelle les agents anti-retrait et les agents de fluage. Ils vont avoir quel rôle ces agents anti-retrait et agents de fluage? Ça évite le retrait de la résine après polymérisation. Ça veut dire quoi ça, le retrait de la résine après polymérisation? Il y a quelqu'un? Perte de volume, exactement. C'est ça.
C'est exactement ça. D'accord? C'est généralement, quand vous faites une polymérisation sur des résines, ce que vous avez, c'est une réduction de la taille, d'accord? Un volume qui va être plus petit que avant polymérisation, et ça craint parce qu'effectivement, ça diminue ça augmente la porosité, ou en tout cas vous perdez le volume initial. Si jamais votre pièce doit avoir un certain volume, ben, si vous faites une pièce plus petite, ça va pas le faire. Donc c'est l'agent anti-retrait que vous allez rajouter. Ça, c'est les agents anti-retrait, ok. Après, vous avez les agents de fluage. On en a parlé, ça, du fluage en novembre. D'accord? C'est en gros, vous allez, en rajoutant ces agents de fluage, vous allez améliorer l'écoulement de la matière, d'accord, de la résine, enfin pas de la résine, mais de la matrice avant réticulation. Et donc, ça va aider au niveau de la mise en forme. Tout ça, c'est des choses qui vont avoir un impact sur la mise en forme, sur la mise en œuvre. D'accord? Généralement, tous ces agents-là, ils sont à base de thermoplastique et à base d'élastomère, soit en poudre, soit en solution dans du styrène. D'accord? Donc, généralement, tout ça, ces agents de fluage, ces agents anti-retrait, ça va être du polymère. Ok? Je suis en train de penser que dans cette partie-là d'additifs, dans l'introduction, je vous parlais de tensioactifs. Ils vont avoir quel rôle, les tensioactifs? Parce que j'en parle pas du tout dans cette partie-là. Les tensioactifs, ils vont avoir quel rôle, dites-moi? Augmenter la mouillabilité, ouais. Donc, augmenter la mouillabilité en diminuant la tension de surface, je suis d'accord. Et donc, vous allez améliorer, effectivement, vous allez éviter, alors, déphasage ou en tout cas, porosité ou cohésion, d'accord? Vous allez améliorer la cohésion entre vos fibres et votre matrice. Alors, liant, ouais, ça marche aussi, maman. D'accord? Quoique liant, alors, dans l'idée de tensioactif, on est sur de la physico-chimie. On n'a pas de réaction entre la fibre et la matrice en présence de tensioactif. D'accord? C'est vraiment, vous augmentez l'interface entre les deux sans la modifier. Par contre, dès qu'on rajoute du liant, on va avoir une réaction chimique entre votre fibre et votre matrice. D'accord? Donc, faites bien la différence entre tensioactif, je fais juste de la physico-chimie, il n'y a pas de réaction, c'est juste tension de surface, c'est juste de la physico-chimie, alors que liant, il y a de la chimie derrière. Alors, accélérateur, catalyseur, c'est des choses dont vous avez sans doute déjà entendu parler en dehors de ce cours. Hein. Accélérateur, ça va augmenter la vitesse de réaction. Vous le mettez en faible proportion. D'accord? Et généralement, l'accélérateur dans ces histoires de composite va augmenter la vitesse de décomposition du catalyseur, qu'on va définir juste après, ou du durcisseur mélangé à la résine de base. Alors, ça va peut-être un petit peu vite là, mais parce que vous n'avez pas fait la chimie des matrices. Un peu? Pas trop? Ok.
On est d'accord que quand on est sur des matrices polymères, vous verrez ça sans doute. Vous l'avez demain, Madame Benevaux? C'est demain que vous l'avez? Il me semble. Quand vous faites votre matrice, vous allez vous connaître. Alors, vous ne plantez pas sur le lien. Hein. Si c'est Madame Benevaux, ce n'est pas le lien qu'on utilise. Hein. Quand vous allez faire votre matrice polymère, on est d'accord que la matrice polymère, ça va être un thermodur. D'accord? Donc, le thermodur, généralement, ça va être des chaînes macromoléculaires et vous faites une réticulation entre vos chaînes macromoléculaires. D'accord? Et c'est ça votre durcisseur. Votre durcisseur, c'est le réticulant qui va vous permettre d'avoir votre résine composite. D'accord? Et bien, l'accélérateur va améliorer la cinétique de réaction entre vos chaînes macro et votre réticulant. Yes? Ça marche, ça? Je vous ai perdu? Non, ça marche. OK. Et donc, généralement, vous augmentez la vitesse de gélification ou la vitesse de durcissement ou de réticulation de votre système. OK? Donc, là aussi, c'est pendant la fabrication. Hein. Vous pouvez me donner un exemple d'application où vous utilisez du polymère avec du durcisseur dans votre quotidien? La colle, exactement. OK? Quand vous faites... quand vous achetez de la colle avec deux compartiments et que c'est en fait quand vous mélangez les deux constituants que vous avez une réaction et une colle qui se crée. Donc en gros, vous faites de la chimie à température ambiante entre un polymère et un durcisseur. Pâte à fixe, je crois pas, hein, Aurélien. Il n'y a pas de réaction dans la pâte à fixe pour moi. Ça marche? Pourtant, ça colle. Ouais, mais là, c'est plus de la... ça colle, mais c'est plus des interactions physico-chimiques de faible énergie, plus que de la réticulation. Parce que si tu avais de la réticulation type chimique, bah, ta pâte à fixe, elle deviendrait dure et elle resterait collée sur le mur. OK? Donc après, on a une autre famille qui sont les catalyseurs. Qui là, le catalyseur intervient aussi sur la vitesse de réaction, mais à la différence de l'accélérateur, il reste inchangé à la fin de la réaction. D'accord? Le catalyseur, il a la même structure chimique en début et en fin de réaction. Et donc, ces catalyseurs-là, vous les utilisez surtout sur les matrices polyester. Vous verrez ça avec Madame Benevaux, je pense. Et généralement, ce que vous allez prendre, ça va être des peroxydes. OK? Une autre famille d'additifs que vous pouvez utiliser lors de la mise en forme de vos composites, c'est les pigments et les colorants. C'est avec Gariba qu'on avait commencé à discuter de ça. On est d'accord,
la différence entre colorant et pigment, c'est quoi donc? La solubilité, ouais. Alors, je parlerai plus de solubilité, d'accord? Effectivement, les pigments restent en poudre. Les pigments vont être insolubles dans les solvants et dans les matrices, dans les polymères. Donc, ça va être un exemple de pigment que vous connaissez. Noir de carbone, ouais, ça marche. Je pensais à un autre pigment qui a pas mal été décrié là ces derniers temps dans le. Ouais, exactement. Je pensais à celui-là. Le dioxyde de titane, TiO2. Excellent, Elio. Excellent. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dioxyde de titane dans tout ce qui était bonbons. Et donc normalement, enfin bonbons, gâteaux. Attends, il y avait M&M's aussi. Ouais, exactement. M&M's aussi. Bon, et on se pose des questions. Donc quand on se pose des questions, principe de précaution, on arrête. Donc il y a pas mal de choses à base de, où il va falloir. Alors, j'ai pas regardé le reportage d'Arte, mais je vois des articles passer là-dessus. Ce qui m'empêche pas de manger les M&M's et les Schtroumpfs, pour tout vous dire, mais enfin voilà. Donc, insolubles, les pigments, par contre, les colorants sont solubles. D'accord? C'est la différence essentielle. Alors, évidemment, tout ce qui est pigments et colorants sur les polymères de base, on n'aime pas quand c'est coloré. D'accord? Donc, généralement, les polymères synthétiques qu'on utilise vont être peu ou pas colorés. Par contre, on peut rajouter des pigments et des colorants pour certaines applications là que je cite. Ouais, les teintures. Donc plus niveau esthétique, on va bien aimer avoir des tissus enduits ou pour l'ameublement avoir des choses qui vont être colorées. On peut aussi protéger contre la lumière visible ou les radiations ultraviolettes. Et on verra un petit peu qu'il y a aussi des additifs contre les UV qu'on va utiliser. On peut aussi utiliser des pigments et des colorants pour tout ce qui est sécurité et repérage, tout ce qui est câblerie, tout ce qui est signalisation fluorescente. Et on peut aussi utiliser des pigments et colorants pour des exigences de camouflage. Donc là, on pense à tout ce qui est armement et tout ce qui est militaire. Ok ? Donc ça aussi, ça rentre dans la composition de votre composite et dans la mise en forme de votre composite. Donc, dernière famille d'additifs qu'on va pouvoir utiliser spécifiquement contre les rayons UV. D'accord ? Ce qu'on va généralement utiliser, c'est des dérivés type benzophénone ou benzotriazole. D'accord ? Alors après, effectivement, certains pigments, comme ce qu'on vient de dire juste avant, certains pigments type noir de carbone et oxyde métallique vont avoir des propriétés anti-UV. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ?
Ou est-ce que c'est bon? C'est bon? Alors, question. J'avais une partie interface justement entre la matrice et les renforts. Normalement, Madame Beneveau va le faire. Est-ce qu'on attend qu'elle le fasse et après on reprend ça la semaine prochaine ou est-ce que je le fais maintenant? Je vous ai perdu les loulous? Je finis là-dessus, comme ça on passera 3 heures en TD la semaine prochaine. Ça vous irait ça? Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Ok. Donc, interface. Donc ça, on en a déjà un petit peu... Ah, il y en a qu'un qui n'est pas d'accord, c'est Aurélien. On peut, hein, moi ça m'est égal. Après, le souci que j'ai là, c'est que sur Teams, je pense pas que ce soit possible de faire des groupes de travail. Alors, vous me dites, moi c'est égal, distanciel c'est tendu. Bon, j'en ai pas... Ok, TD la semaine prochaine. Là, je finis tout ce qui est cours. Et après, quitte à reprendre un peu de cours, ok, ça marche. De toute manière, là, vous avez tous les documents de TD et de cours. C'est pas mal que vous digériez ça et que du coup, on attaque sur les TD en présentiel. D'accord ? Les documents, ils sont sur eCampus sur le cours normal. Enfin, le cours normal. Dans le cours master M1 AFI 24, dans le composite. Ça me paraissait pertinent de le mettre là. Sinon, je vous ai envoyé un mail avec les documents. Si tout va bien. Alors, donc interface. L'interface, on est d'accord, c'est, je vous l'ai dit, je vous le redis encore une fois, d'accord? Dès qu'on est sur les composites, ok, il y a la matrice. Ok, il y a le renfort, les fibres, les charges, tout ça, les additifs. Mais si le renfort et la matrice ne sont pas en cohésion, il n'y a pas d'adhésion entre les deux, c'est mort. D'accord? Et donc, il y a des études qui sont faites sur les renforts, il y a des études qui sont faites sur les matrices, mais il y a des études aussi qui sont faites sur l'adhésion entre les renforts et les matrices, et ce qu'on appelle l'interface. Cette interface, elle va avoir différents rôles. D'accord? Le premier rôle que va avoir l'interface, c'est d'assurer la continuité physique de la matrice au renfort. D'accord?
il faut que dans tout le matériau, vous ayez une continuité physique entre les matrices et les renforts. Donc, l'idée de l'interface, c'est on n'a pas ou peu de porosité. Un composite où il y a de la porosité, c'est nul. D'accord? Donc, on veut quelque chose de continu. Ça, c'est le rôle de l'interface. L'autre rôle de l'interface, c'est transmettre les efforts. C'est-à-dire que vous avez vos fibres, vous avez votre matrice est censée répartir et transmettre les efforts aux fibres par l'intermédiaire de l'interface. D'accord? Et donc l'interface peut aussi protéger les phases. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple l'interface peut éviter les fissures, ou en tout cas que les fissures peuvent être déviées. On en parlait tout à l'heure avec l'humidité. Vous avez une l'humidité ou le transfert d'humidité à travers le matériau peut être arrêté par l'enzymage, donc le traitement qui améliore l'adhésion et la cohésion entre les fibres et le renfort. Et autre exemple, la réaction chimique de la matrice sur le renfort peut être ralentie. Donc ça, c'est un petit peu spécifique, c'est lié surtout à vos fibres métalliques, aux passivations chimiques, etc., etc. Je ne rentrerai pas trop là-dedans. D'accord? Donc cette interface-là, elle a surtout pour but d'assurer la continuité d'un constituant à l'autre et de transmettre les efforts. Ok? À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer quand vous faites une traction, une compression de votre composite? Qu'est-ce qui peut se passer au niveau des ruptures possibles? Vous pensez à quoi au niveau des ruptures? Qu'est-ce qui peut se passer quand vous soumettez votre composite à une traction? Décrochage des deux faces, ouais. C'est ce qu'on appelle une décohésion. On peut effectivement avoir qu'une rupture au niveau de la matrice, qu'une rupture au niveau du renfort, ouais, et une rupture de l'interface. Alors, rupture de l'interface, ouais, ça revient à une décohésion. D'accord? On a fait un petit peu le tour. Voilà un petit peu ce que donc ça représente. Donc là, j'ai pris un composite. Ouais. J'ai pris un composite avec une matrice et des fibres. D'accord? Donc là, j'ai pris des fibres comme renfort. Ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, il y ait une décohésion entre la fibre et la matrice. Autre mode de rupture possible, c'est quand la matrice rompt de manière longitudinale. D'accord? N'oubliez jamais, hein, selon que vous êtes en traction longitudinale ou en traction transverse, vous pouvez avoir la rupture de la matrice. Vous pouvez avoir la rupture de la fibre. Donc ça, c'est forcément dans le sens longitudinal. Alors, tout dépend des fibres et tout dépend des matrices. D'accord? Et ça dépend des matériaux, ouais. Et on a un autre mode de rupture qui est possible. Donc, dans les architectures que je vous ai montrées au tout début du cours, je vous ai montré que les fibres pouvaient être orientées dans un sens et dans l'autre par couche. D'accord? C'est-à-dire que
on va avoir des fibres orientées dans ce sens-là, et puis en dessous, des fibres orientées dans l'autre sens. Forcément, si vous faites une traction de ce matériau dans le sens de la hauteur, vous pouvez avoir carrément les fibres qui se décollent selon l'orientation. C'est ce qu'on appelle le délaminage. OK? Ça marche là-dessus? Donc, si on a une fraction volumique élevée de fibres, une rupture de la matrice entraîne systématiquement une rupture de la fibre? Pas forcément. Tu peux avoir la matrice qui se dégrade ou qui se rompt, mais par exemple, ton délaminage, tu ne casses pas tes fibres. D'accord? Tu peux avoir une rupture de la matrice sans forcément avoir une rupture de la fibre. Ça marche. On va prendre un petit plusieurs cas de figure et vous allez me dire ce qui se passe. Alors, quelle rupture? Honnêtement, toutes. Quoi qu'il se passe, si vous avez ce mode de rupture, ça craint un peu. Bien sûr que ça dépend de l'utilisation, mais globalement, si on utilise une matrice, un renfort, il faut qu'il n'y ait pas de rupture, d'accord? Pardon. Toutes sont délétères, hein, toutes sont problématiques. Excusez-moi, je vous ai réveillé. Ouais, Gab. Et du coup, est-ce que, par exemple, on peut mettre des renforts discontinus volontairement par exemple, pour une rupture longitudinale de fibre? Ouais, je comprends ce que tu veux. Je comprends ce que tu veux dire, discontinu ou même particule. Après, c'est toujours pareil. Ayez bien en tête que soit on veut des propriétés isotropes, soit anisotrope. Ouais, ça. D'accord? Et que si on prend des fibres discontinues courtes, les propriétés mécaniques vont être plus faibles que si tu prends des fibres longues. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, on peut pas, par exemple, faire une alternance. En fait, il faut que vous sortiez de ce cours-là en ayant des idées bien précises des propriétés apportées par chaque renfort, par chaque type de fibre, liées aux densités. Il faut aussi avoir ça en tête. Et il faut aussi que vous ayez en tête qu'est-ce que je veux pour mon application, qu'est-ce que je veux pour mon composite. Je veux quelque chose de léger, je veux quelque chose de lourd, je m'en fous. Je veux quelque chose qui résiste en traction, je veux quelque chose qui résiste en compression. On est bien d'accord que toutes les propriétés mécaniques, je le répète, que je vous donne dans le cours, c'est des propriétés mécaniques de fibres seules. Oui, c'est pas du composite. D'accord? J'ai pas mis de matrice là-dedans. Enfin, j'ai pas mis les fibres dans la matrice. Et donc en fait, ouais, c'est ça, on définit notre besoin et puis après on voit. C'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire une aile d'avion? Quelles sont les forces qui s'appliquent sur mon aile d'avion? Qu'est-ce qu'il me faut? Sur mon cadre de vélo, qu'est-ce qu'il me faut? Sur mon casque de moto, qu'est-ce qu'il me faut? Sur ma raquette de badminton, qu'est-ce qu'il me faut? Sur mes chaussures, j'en sais rien. Sur mon béton, qu'est-ce qu'il me faut? D'accord? Alors, c'est possible que l'on recherche des ruptures. Généralement, non. D'accord? Généralement, quand on utilise des composites, c'est qu'on ne veut pas de rupture. Sur votre aile d'avion, sur vos casques de moto, si on a des ruptures, c'est un peu la merde quand même. Passez-moi l'expression. C'est bon ça, c'est
toujours avoir ça en tête. D'accord? Qu'est-ce que je cherche? D'accord? Donc, on a, alors, j'ai zoomé un petit peu plus sur les slides d'après, parce que là, c'est pas très visible. Mais on a plusieurs possibilités. Alors, j'ai pris des fibres unidirectionnelles. D'accord? Une nappe unidirectionnelle, par exemple, de fibre de carbone. Et donc, je lis ce que met Jules. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des modes de rupture qui sont moins délétères que d'autres, qui sont moins gênantes que d'autres. Je suis d'accord. Après, l'idée, c'est pas avoir de rupture, hein, quand même. Mais je suis d'accord, il y a des modes de rupture qui sont moins gênantes que d'autres. Donc, on est d'accord. Donc là, c'est juste pour revenir sur ces histoires de rupture et de sollicitation qu'on peut avoir quand on est sur un composite. Donc, on est d'accord, on a la traction longitudinale, on tire dans le sens de l'orientation des fibres. D'accord? On a la compression longitudinale. On ne tire pas, on comprime dans le sens des fibres. D'accord? On a aussi, on a la même chose, mais transverse, c'est-à-dire dans la direction perpendiculaire à l'orientation des fibres. Donc, soit traction, soit compression. Et on a cisaillement où là, on fait une espèce de torsion sur notre composite avec des fibres unidirectionnelles. OK? Donc, voilà un petit peu toutes les sollicitations qu'on peut avoir. Dites-moi tout. Quand on a ce type de sollicitation, là où on est en traction longitudinale, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, rupture fibre, rupture transverse. Alors, rupture transverse de quoi? Rupture fibre, rupture transverse. Matrice. Ouais, d'accord. Ça marche. Donc là, globalement, si vous avez ce genre de sollicitation, donc dans le sens des fibres, on va avoir une relation contrainte-déformation linéaire. C'est-à-dire que quand vous allez tracer sigma en fonction de epsilon, donc la contrainte en fonction de la déformation, plus vous allez tirer, plus vous allez avoir un allongement jusqu'à la rupture. Mais c'est vraiment quelque chose de linéaire. D'accord? Et globalement, les fibres étant beaucoup plus rigides que la matrice, c'est les fibres qui vont supporter le principal de l'effort. D'accord? Ça marche, ça? Donc, votre résistance du composite, effectivement, vous allez avoir généralement rupture de votre matrice avant la rupture des fibres. D'accord? Non, c'est d'abord la matrice et ensuite la fibre. D'accord? Ouais, Momo, je t'écoute.
Si j'ai bien compris, en fait, ça dépend du sens de la fibre, dans le sens où si celle-ci, elle est dans le bon sens, la matrice, elle aura toujours la même résistance, quelle que soit, vu que c'est une matrice, elle est identique. Mais en fonction du sens de la fibre, on va avoir une résistance à la traction qui sera différente. Ça veut dire que si on avait de l'autre côté, enfin, on avait une traction opposée, enfin, qui serait verticale et plus longitudinale, on aurait d'abord les fibres qui vont relâcher avant la matrice, c'est ça? Ben, on va voir, c'est le cas d'après. Ok, merci. D'accord? Donc, dans le premier cas, on tire dans le sens des fibres, c'est la matrice qui pète et ensuite les fibres. D'accord? Dans le cas, ah non, merde. Enfin, c'est un peu plus tard. Ok? Dans le cas de la compression, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Alors, de manière générale, ouais, je suis d'accord avec ce que, alors, pardon, je suis d'accord avec ce que dit Momo. Ayez bien en tête, toujours, hein, que les fibres sont beaucoup moins, résistantes à la compression qu'à la traction. Donc ça, c'est un premier point. D'accord? La contrainte à la rupture en compression est beaucoup plus faible qu'en traction. C'est le flambage, c'est exactement ça, Momo. D'accord? Parce que vos fibres, d'accord, vous allez les comprimer et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une torsion, une flexion de vos fibres. C'est comme si vous preniez une règle en plastique, hein. Votre règle en plastique, alors je ne vais pas le faire, hein, c'est la règle de mon fils, mais si vous tirez, d'accord, votre résistance va être beaucoup plus forte que si vous comprimez et que du coup, vous allez avoir une flexion et une torsion de votre règle et donc une rupture. D'accord? Flambage. Compression, torsion, flexion. Donc, votre compression, vos propriétés en compression sont beaucoup plus faibles que vos propriétés en traction. Et donc, globalement, ouais, Momo, je te remets ça. Ça? C'est bon? Je peux revenir en compression? Ok. Et donc, c'est pour le coup, c'est la matrice qui va stabiliser le matériau. Et pour votre composite, pour qu'il ait des meilleurs résultats en compression, c'est sur la matrice, sur la résine qu'il va falloir jouer. D'accord? Ça marche? Ouais, Momo, tu lèves la main ou c'est moi qui... Non, j'ai levé la main. Ok. Du coup, ça dépend. Pardon. Par rapport au test de compression, vous avez dit que c'était qu'il fallait s'intéresser plus à la matrice pour avoir une meilleure résistance. Mais ça dépend. Est-ce que ça dépend seulement du type de renfort? Vu que là, on a des fibres. Si on a d'autres formes de renfort, Ah oui, oui, ça oui, peut-être oui, pas le oui. cas. On est d'accord? Oui, oui, oui. Ok. C'est pas une généralité. Non. Ok, merci. Là, on est d'accord, je suis dans une unidirectionnelle. La philosophie ne sera pas forcément la même si on a des charges sphériques, hein.
Alors, ça marche. Maintenant, si on est sous forme de transversale, d'accord, donc pas dans le sens des fibres, perpendiculairement aux fibres, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis? Qu'est-ce qui va gouverner alors? Ouais, alors, est-ce que forcément c'est la matrice qui casse en premier? Non, c'est la matrice qui casse en premier. D'accord? Dans ce type de sollicitation, c'est toujours, ouais, toujours. C'est le matériau le plus faible, donc la matrice, qui va gouverner la résistance du composite. Quand vous êtes sur des sollicitations transverses ou des cisaillements, finalement, vos fibres et votre matrice vont être soumises à des contraintes équivalentes. Vous n'allez pas avoir de résistance liée à votre fibre, puisque vous n'êtes pas dans le sens de l'orientation de la fibre. D'accord? Donc, généralement, quand vous êtes en sollicitation, en traction ou en compression transverse, vos résistances, elles vont être merdiques, hein? D'accord? Elles vont être vraiment très basses. Et en fait, la rupture se fait vraiment au niveau de l'interface fibre-matrice. Ouais, Momo? Il n'y a pas un rapport aussi en fonction de la composition par rapport au pourcentage de fibres dans un certain nombre de matrices? Il n'y a pas un rapport? Parce qu'à un moment donné, même si ça a des propriétés mécaniques plus importantes, si on a un certain nombre, enfin, s'il n'y a qu'une seule fibre, on va dire, j'exagère, hein, pour, je sais pas, moi, un mètre cube de matrice. Ouais, je suis d'accord. C'est par rapport à ça que moi, je disais que ça dépendait. Ouais. Après, oui, ça dépend de la concentration, mais en fait, plus sur ce coup-là, plus tu vas avoir de fibres, plus tu vas avoir de rupture qui est liée justement à l'interface fibre-matrice. Honnêtement, rajouter des fibres, si vous faites des sollicitations transverses, pour moi, ça n'a pratiquement pas d'intérêt, hein, parce que vous augmentez les défauts de votre matrice. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Je suis claire ou pas? Même, il vaut mieux mettre du coup des fibres courtes ou des particules, hein, parce que là, du coup, vous allez avoir quelque chose d'isotrope. En fait, les nappes unidirectionnelles, les fibres de carbone, etc., n'ont d'intérêt que si vous avez des sollicitations dans le sens de la fibre. Faut vraiment voir ça comme ça, hein. Ok? Ouais, Momo. En fait, par rapport à ce que vous venez de dire, l'interface entre la fibre et la matrice, c'est plus on en fait, plus on a de chances de créer des défauts, c'est ça? Et plus on a de chances de créer de l'espace entre les deux, créer des concentrations contraintes pour que ça pète plus facilement. Exactement. Ok, merci. La Kodak. Donc, donc ça, je pense que Madame Benevaux, elle va vous le refaire avec ses mots à elle, hein. Donc,
Alors, justement, ce que vous allez voir aussi avec Madame Benevaux, c'est tout ce qui est enzymage. Donc, vous aurez j'espère, 2 versions qui sont cohérentes entre elles. Donc, vous me direz ça la semaine prochaine. On va pas être dans la merde si on raconte pas la même chose, mais bon. Donc, l'enzymage. On est d'accord, l'enzymage, ça permet quoi, l'enzymage? Améliorer l'affinité, ouais, améliorer l'adhésion, la cohésion entre les fibres et la matrice. Ouais, c'est exactement ça. Ça marche. C'est bon, vous avez ça en tête. D'accord? L'enzymage, ça a vraiment pour but d'augmenter, d'améliorer l'adhésion, la cohésion entre la fibre de manière générale et la matrice. Et donc, quand on commence à regarder la chimie de cette enzymage-là, on va se rendre compte que chaque fabricant a sa propre formulation, que généralement, ça va être des dispersions aqueuses qui vont avoir plusieurs constituants. D'accord? Si on regarde alors, attends. Non, tu peux aussi l'utiliser avec des charges. Hein. Si tu peux l'utiliser avec les charges. Ok. Donc, on a un agent filmogène. On va voir ce que c'est. Un agent de couplage. Un lubrifiant. Un tensioactif et un antistatique. D'accord? En fait, je suis en train de réfléchir en même temps à la réponse que j'ai donnée à Gab. Parce que effectivement, je n'ai vu ça que sur les films de verre, mais en même temps, la chimie est la même. Hein, donc, je pense que c'est transposable aux charges. Je vais vérifier quand même. Donc, agent filmogène, agent couplant, lubrifiant, tensioactif, antistatique. L'agent filmogène, alors, chacun a évidemment, de toute manière, c'est l'idée de la chose, hein, c'est quand vous faites une formulation, chaque constituant va avoir un rôle. Le rôle de l'agent filmogène, c'est alors, qui me parlait de liant tout à l'heure? C'est Momo. Je crois que c'est Momo qui me parlait de liant. Donc, agent filmogène, ça, ils apportent l'intégrité, la cohésion des filaments entre eux. Ils protègent les fibres et ils facilitent l'imprégnation par la matrice. Et donc, globalement, cet agent filmogène, donc filmogène, hein, ça forme un film sur la fibre ou sur le renfort ou sur la charge. Et généralement, l'idée, c'est de mettre un agent filmogène qui va être compatible avec la matrice que vous utilisez derrière. D'accord? Si vous recouvrez votre fibre d'un agent filmogène qui ne va pas être compatible avec la matrice, vous avez perdu votre temps. D'accord? Donc, agent filmogène, collant, qui apporte l'intégrité, la protection et l'imprégnation par la matrice. Ensuite, vous avez le lubrifiant, hein, on est d'accord, j'ai plus les pourcentages en tête. Donc, l'agent filmogène, c'est 80% de votre formulation, hein, de l'enzymage. Après, vous avez le lubrifiant. Le lubrifiant, il va favoriser la répartition
à la surface de la fibre, donc la lubrification. Et il va aussi protéger, comme l'agent filmogène, hein, il va protéger les fibres contre l'abrasion lors de la mise en œuvre ou le tissage des renforts. Et généralement, ce que vous utilisez comme lubrifiant, ça va être des tensioactifs. Ensuite, vous avez les agents de pontage. Alors, agents de pontage, c'est les agents couplants, hein. Ils vont être à 10% dans la formulation. Et ces agents de pontage, c'est ce que Momo appelait liant tout à l'heure. Ces agents de pontage vont être capables d'assurer la liaison chimique entre la matrice et les fibres. Quand vous avez des fibres de verre, globalement, ça va être des silanes que vous allez utiliser. Je vous montrerai un petit peu après un exemple. Ces agents de pontage vont améliorer les propriétés mécaniques à long terme et la tenue au vieillissement, notamment l'humidité quand il s'agit des fibres de verre. On a aussi des agents antistatiques. On peut aussi rajouter des agents mouillants, des colloïdes, des plastifiants qui vont aider à la stabilisation de ces réactions entre les fibres et la matrice. Ça marche? Je vous montre un petit peu un exemple sur les fibres de verre. Est-ce que je peux passer là? Ok. On regarde ça. Donc, on a, vous voyez mon curseur ou pas là? Ou c'est juste nope. Alors, est-ce que je peux utiliser un curseur ou pas? Bon, c'est pas grave. En haut, vous avez la surface du verre. D'accord? Surface du verre à base de silice, un SiO2 de manière générale. Donc, Si en haut. D'accord? SiO2, SiOH. Donc, comme vous voyez là. D'accord? Donc, vous avez des fibres de verre avec des SiOH en surface. Et vous avez la matrice polymère en rose, en bas. D'accord? Donc, moi, j'appelle ça interface, ce qui existe entre la fibre et la matrice. On peut aussi appeler ça interphase. Peu importe, hein? D'accord? Et donc là, globalement, vous avez une zone de transition qui fait entre 500 et 2000 angstroms. D'accord? Et après, vous avez la fameuse couche de liaison, d'accord? Là où vous formez des liaisons covalentes entre le renfort et la matrice. Ici, vous avez un agent pontant, un agent réticulant à base de SiO, d'accord? Qui fait une modification de surface des fibres de verre et qui permet une liaison chimique entre votre matrice polymère et vos fibres de verre. D'accord? Alors, je ne vais pas rentrer dans le mécanisme, je pense que vous allez voir ça avec Madame Benevaux, mais l'idée c'est ça, hein. C'est vous partez d'un silane qui a cette structure-là. En présence d'eau, donc vous avez ce qu'on appelle un silane hydrolysé que vous faites une chimie-sorption. Donc vous avez une interaction entre
les SiOH de votre surface de fibre de verre et vos groupements SiOH de votre agent pontant. Donc des liaisons hydrogènes entre les substituants là. Et ensuite, vous généralement mettez sous vide ou en tout cas vous faites une polycondensation et donc vous formez un polymère, une couche de polysiloxane à l'interface entre votre silice et votre polymère. Vos R là, ils sont greffés sur déjà la matrice de manière covalente sur la matrice de votre polymère. Évidemment, selon la structure chimique de vos polymères, vous n'allez pas prendre le même R. Hein, selon ce que vous avez des OH sur votre résine ou des NH2 ou des différentes choses, vous allez faire des R qui sont différents. Mais c'est un petit peu, voilà, un petit peu l'idée de ce qui se passe lors de l'enzymage. Ça va, ça? Ok. Alors ça marche si on a des OH. On est d'accord que si on a des fibres de carbone, ça va pas être la même histoire. D'accord? Donc c'est pour ça que les fibres de carbone avec des matrices polymères, c'est quand même chaud. Parce que le carbone, une fois qu'il est sous forme carbone-graphite, on a quand même du mal à faire réagir ça. Et on a une faible adhérence, une faible mouillabilité entre les fibres de carbone et la matrice polymère. D'accord? Ce qu'on peut faire quand on a des fibres de carbone, c'est des traitements physiques. Généralement, on va appeler ça whiskarization. Vous allez créer des whiskers, donc vous allez créer des fibrilles tout au long des filaments de fibres de carbone et ces fibrilles-là vont servir d'agent de liaison entre votre fibre de carbone et votre matrice polymère. Ce qu'on peut faire aussi, je vous l'ai dit, hein, vos fibres de carbone, si vous les mettez en présence d'oxydants, vous allez faire un traitement de surface. Ouais, Gab. On a des procédés chimiques qui, par oxydation, comment on fait ça? La whiskerisation, j'essaierai de vous choper des infos. Parce que ce n'est pas très clair pour moi tout de suite là. Faudra me refaire une liste des choses qu'il faut que je regarde là. Alors, il y avait billes de verre. Procédé de fabrication des billes de verre. Oh la vache. Et puis, ces aspects de whiskerisation. C'est ça? Est-ce que j'oublie quelque chose sur les trucs à regarder pour vous? Pour compléter un peu ce que j'ai raconté. On est bon là? Pour le couplage entre particules, ouais. Est-ce que ça marche aussi sur les charges? Ça marche. Billes de verre, ça va être pareil, hein, parce que les billes de verre, c'est SiOH. Hein. D'accord? Alors, donc fibres de carbone, souvent ce qu'on va faire, c'est une oxydation en surface de ces fibres de carbone. Et donc, une des façons, c'est de faire de l'oxydation électrolytique. Et donc là, ne me demandez pas non plus ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je regarde aussi. Et je rôde, hein, vous êtes les premiers à subir ça. Hein. Donc, il y a des petits blancs quand même, hein, Madame Huin. Attention, hein. Alors, autre chose.
On a d'autres fibres, hein, les fibres minérales, les fibres métalliques, les fibres de céramique. Là aussi, on va pouvoir améliorer l'adhésion entre ces fibres et la matrice. Les fibres minérales peuvent réagir chimiquement avec la matrice métallique à haute température. Et quand on fait ces ponts-là entre les fibres minérales et la matrice métallique, on va diminuer le pouvoir renforçant. Donc c'est un compromis à avoir aussi. Quand on a des matrices métalliques avec des fibres métalliques, on va pouvoir avoir de l'interdiffusion entre les atomes de la matrice et les atomes du renfort. Et donc on a la couche de transition, on a une couche de transition entre les deux matériaux qui peuvent améliorer l'adhésion entre ces fibres métalliques et les matrices métalliques. On peut aussi greffer des choses sur ces fibres métalliques en faisant de l'électrolyse ou même en faisant une adsorption à l'interface de ces fibres métalliques. Globalement, les fibres céramiques, on peut les recouvrir d'une couche pour améliorer la compatibilité avec les matrices métalliques. Ok? Sachez que ça existe, sachez qu'on arrive à améliorer les adhésions entre les fibres métalliques et les matrices métalliques. C'est vrai que dans ce cours, on parle surtout des matrices polymères et des fibres de verre, fibres de carbone, mais ayez quand même en tête ces choses-là. Tac, tac, tac. Donc, un petit peu de biblio si vous avez envie de compléter un petit peu ces aspects-là. Ce livre-là, Matériaux composites, j'essaierai de le ramener en TD. C'est un bouquin qui a été acheté par la FI 24, enfin le master en apprentissage, donc je vous mettrai ça à disposition. J'ai chopé un livre en anglais sur les matériaux à base de composites, donc ça c'est pareil, si ça vous intéresse, je peux mettre le lien par mail. Et bien sûr, il y a tout un tas d'informations dans les techniques de l'ingénieur, hein, aussi bien sur les composites que sur les renforts. Voilà, ce que je voulais vous dire. Est-ce que cela vous paraît clair, compréhensible? Est-ce que ça vous illumine sur les renforts? Il n'y a que Jules qui est... Ah, clair et massif. Ben non, pas massif, fibreux. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'infos. Honnêtement, j'ai aucune idée encore de ce que je vais mettre au niveau de l'examen. Je pense qu'il y aura une partie cours pure et dure, ou même plusieurs questions de cours sur ces aspects-là de renfort, et puis peut-être une analyse de documents. Il faut que je vois. Il faut que je réfléchisse à ça. Puis on en parlera pendant le TD. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que c'est bon? Je pense, oui.
C'est bon? Je vous lâche, messieurs, dames, s'il n'y a pas de questions. C'est cool. Si c'est clair, c'est cool.